Guerre au Moyen-Orient, un navire du groupe français CMA-CGM a fait l'objet de tirs de semonce hier dans le détroit d'Ormuz, France Info. Guerre au Moyen-Orient, un navire du groupe français CMA-CGM a fait l'objet de tirs de semonce hier dans le détroit d'Ormuz publié le 19/04/2026 7h49 mis à jour le 19/04/2026 23h09 un navire dans le détroit d'Ormuz, le 8 avril 2026 photo d'illustration. Shadi Al-Assar Anadolu AFP le porte-conteneur de l'armateur tricolore a ensuite fait demi-tour, l'équipage est sain et sauf, a précisé CMA-CGM. Ce qu'il faut savoir, la confusion continue de régner dans le détroit d'Ormuz, passage maritime stratégique. Un porte-conteneur de l'armateur français CMA-CGM a été la cible de tirs de semonce samedi avant de devoir faire demi-tour dans le détroit d'Ormuz, a annoncé dimanche 19 avril la chaîne BFM TV, qui appartient au même groupe. Le groupe a précisé à l'AFP que l'équipage du cargo est sain et sauf. De son côté, l'Organisation maritime internationale a précisé que le navire CMA-CGM Everglade avait été endommagé samedi, sans plus de précision. Dimanche, Donald Trump avait affirmé dans la matinée sur son réseau social Truth que des tirs iraniens avaient visé un navire français ainsi qu'un cargo britannique. Ce direct est terminé pour ce soir, merci de l'avoir suivi. Donald Trump annonce l'envoi de négociateurs au Pakistan lundi, la participation de Téhéran incertaine. Sur sa plateforme Truth Social, Donald Trump a annoncé dimanche l'envoi d'une délégation américaine à Islamabad, au Pakistan, pour relancer les discussions entre Washington et Téhéran. De son côté, le régime iranien n'a pas confirmé sa participation à de nouveaux pourparlers. Emmanuel Macron recevra le Premier ministre libanais mardi. Cette visite de Nawaf Salam sera l'occasion pour le chef de l'État de rappeler son attachement au respect plein et entier du cessez-le-feu au Liban, le soutien de la France à l'intégrité territoriale du pays et aux actions entreprises par l'État libanais pour assurer la souveraineté pleine et entière du pays et le monopole des armes, a souligné l'Élysée. La visite du Premier ministre libanais intervient également après la mort samedi d'un casque bleu français dans une embuscade attribuée au Hezbollah et qui a aussi fait 3 blessés. L'Iran dénonce le blocus naval américain, un acte illégal et criminel. En infligeant délibérément une punition collective à la population iranienne, le blocus naval imposé par Washington à l'Iran équivaut à un crime de guerre et à un crime contre l'humanité en plus d'une violation du cessez-le-feu, a déclaré sur X le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmaïl Bagaï. Israël usera de toute sa force au Liban en cas de menace contre ses soldats. Le ministre de la Défense israélien, Israel Katz, a déclaré dimanche que l'armée avait reçu pour instruction d'utiliser toute sa force au Liban, malgré le cessez-le-feu en cours, si les troupes israéliennes faisaient l'objet d'une quelconque menace. Lors d'un événement en Cisjordanie occupée, il a ajouté que l'armée avait également reçu l'ordre de détruire les maisons dans les villages proches de la frontière qui servaient, à tous égards, de postes avancés terroristes du Hezbollah et menaçaient les communautés israéliennes, en parlant du mouvement pro-iranien. Masqué le point sur l'actu il y a 0 secondes, ce live fait une pause de quelques heures. Voici les principaux titres de l'actualité ce soir. Bulgarie, on s'attendait à des législatives serrées, il n'en a rien été. Le parti de centre-gauche de Roumen Radev, candidat pro-russe, est donné largement en tête avec près de 40 des voix, loin devant les conservateurs et les libéraux, autour de 15. Les résultats définitifs sont attendus demain matin. Rendez-vous demain, 6h, pour la suite de ce live. Moyen Ori dans une série de posts sur le réseau X, l'agence officielle IRNA assure que les informations qui circulent sur un second round de négociations à Islamabad sont fausses. Elle estime que ça fait partie de la stratégie américaine pour faire pression sur l'Iran et lui faire endosser le mauvais rôle. Pierre Godon, France Info. Il y a 0 secondes, effectivement Hélène 31, l'Espagne compte 138 000 signataires, soit 3 fois le seuil demandé, tout comme l'Irlande, mais notez que 420 000 Français ont également signé ce texte. Là c'est 7 fois plus que le total exigé par le mécanisme des pétitions européennes. Moyen Ori. Le président iranien a aussi donné sa version de son entretien avec le président pakistanais sur l'avancée des discussions avec les États-Unis. Massoud Pezeshkian a dénoncé les violations répétées des engagements pris, ainsi que les manœuvres d'intimidation et le comportement déraisonnable des États-Unis pendant les négociations et la période de cessez-le-feu, selon des propos rapportés par l'agence semi-étatique Tasnim. Il a aussi insisté sur le fait que le blocus américain du détroit d'Ormuz constituait du point de vue iranien une rupture du cessez-le-feu. Moyen Ori. À 3 jours de l'expiration du cessez-le-feu, la télévision d'État iranienne IRIB annonce qu'il n'y a actuellement pas de plan de participer à la prochaine session de discussion Iran-États-Unis, citant des sources iraniennes. Alerte France Info. Il y a 0 secondes, Moyen Ori. L'Iran annonce qu'elle ne compte pas pour leur participer à de nouveaux pourparlers avec les États-Unis, annonce la télévision d'État.
Moyen Ori bonsoir Pierre. A-t-on une idée de la façon dont peut être accueillie la demande de l'Espagne de rompre l'accord d'association entre l'UE et Israël? Merci Pierre Godon France Info. Il y a 0 seconde 4 difficile à prédire, mais il n'est pas sûr que ça aboutisse, malgré le fait que l'Espagne ait fait monter cette question depuis 2024, et que l'Irlande, la Slovénie et l'Espagne ont demandé à la Commission européenne que l'accord d'association UE-Israël soit examiné lors de la prochaine réunion du Conseil des Affaires étrangères. Moyen Ori Donald Trump annonce sur son réseau social Truth Social que l'armée américaine a arraisonné un cargo iranien qui tentait, selon lui, de forcer le blocus américain dans le golfe d'Oman juste avant le détroit d'Ormuz. Le Tuska fait l'objet de sanctions du Trésor américain en raison de ses antécédents d'activités illégales. Nous avons pris le contrôle total du navire et sommes en train d'inspecter son contenu, écrit Donald Trump dans son style caractéristique. Moyen Ori l'armée israélienne annonce qu'elle enquête sur l'authenticité d'une image circulant sur les réseaux sociaux et semblant montrer un soldat qui frappe une statue de Jésus-Christ avec une masse dans le sud du Liban notamment relayée par Haaretz. Si cette photo est bien réelle et récente, ces actes ne sont ni conformes aux valeurs de Tsahal, ni au comportement attendu de ces soldats, reconnaît sur X le porte-parole militaire Nadav Shoshani. Moyen Ori l'organisme britannique chargé des opérations commerciales maritimes UNCTAD réaffirme que le niveau de menace dans le détroit d'Ormuz demeure critique, avec un risque d'attaque toujours présent, comme l'attestent les attaques menées hier par les forces iraniennes contre des navires dans le détroit. Fermez la fenêtre connexion ou inscription pour réagir ou poser votre question, connectez-vous avec votre compte France TV ou France Info. Sans paiement. Sans abonnement. Fermez la fenêtre bannissement. Vous ne pouvez plus participer au live. Vous avez posté un message contraire aux règles du live avec votre compte xxxxxxx.20. Nous vous rappelons que votre participation doit se faire dans le respect de la loi, des personnes et des règles du live que vous pouvez consulter ici. Consultez les règles du live. Fermez l'espace participatif. Fermez la fenêtre bienvenue. Bienvenue sur l'espace participatif du live. Avant de commencer, nous ne publions pas tous les messages afin que le live reste lisible pour tous. Nous faisons aussi de notre mieux pour vous répondre. Fermez l'espace participatif. Fermez la fenêtre participer au live. Participer au live. Participer toujours dans le respect de la loi et des personnes. Écrivez votre question ou réaction 350 caractères max conseillé. Photo en option 1.5 mégaoctets max format .gif, .jpeg, .jpeg ou .png 0999 0 sur 999 caractères. Fermez la fenêtre fichier trop lourd. Votre fichier est trop lourd. La photo n'a pu être ajoutée à votre message car le fichier est trop lourd. Veuillez réessayer avec un fichier image de moins de 1.5 mégaoctets. Fermez la fenêtre échec d'envoi de commentaires. Votre message n'a pas pu être envoyé. Une erreur s'est produite. Nous vous invitons à réessayer dans un instant. Le live est l'actu en continu sur France Info. Nos journalistes vous font vivre l'actualité en temps réel. Suivez, réagissez et posez vos questions. Accédez au live. Sujet suivant. Présidentielle 2027, Bruno Retailleau largement désigné candidat par les adhérents du parti Les Républicains, France Info. Présidentielle 2027, Bruno Retailleau largement désigné candidat par les adhérents du parti Les Républicains. Environ 77 000 membres du parti de droite étaient invités à voter en ligne ce week-end pour choisir entre une primaire ouverte, une primaire fermée ou la désignation du président du parti sans passer par une primaire. Publié le 19/04/2026 18h47 mis à jour le 19/04/2026 19h28 Temps de lecture, 2 minutes Bruno Retailleau, à Nancy Meurthe-et-Moselle, le 17 avril 2026. Jean-Christophe Verhagen AFP. Ils étaient appelés à trancher en vue de la présidentielle prévue dans un an. Les adhérents des Républicains ont choisi à 73,4% de désigner Bruno Retailleau comme candidat pour le scrutin présidentiel, a annoncé le parti de droite dans un communiqué publié dimanche 19 avril. Ils n'ont été que 12,2% à voter pour l'organisation d'une primaire exclusivement réservée aux candidats LR et 14% à soutenir une primaire ouverte, avec des candidats de la droite et du centre. Je remercie tous les adhérents LR, les cadres de nos fédérations et tous les élus qui, une fois de plus, m'accordent leur confiance, a réagi sur X Bruno Retailleau, qui a été élu président du mouvement il y a un an. Je mettrai toute mon énergie à fédérer la droite, promet-il, ajoutant qu'il veut être le candidat du Rassemblement des Français pour être, dans un an, le président du relèvement de la France. En revanche, David Lisnard, le maire de Cannes et vice-président de l'Association des maires de France, estime sur X que, comme prévu, la droite est ce soir dans la même situation des impasses électorales. Tenant d'une primaire ouverte, il avait claqué la porte de LR fin mars pour protester contre ce scrutin interne.
L'ensemble des cadres et des militants des Républicains sont désormais pleinement engagés pour faire gagner le projet porté par Bruno Retailleau, peut-on également lire dans le communiqué de LR. Selon les chiffres communiqués par LR, la participation s'est élevée à 60,01 lors de votes en ligne réservés aux adhérents à jour de leur cotisation, soit près de 46 000 électeurs qui se sont exprimés. Le parti précise que 1511 adhérents ont voté blanc. Parmi eux, le patron des députés LR Laurent Wauquiez, rival interne de Bruno Retailleau, qui avait annoncé la couleur au micro de France Inter. Sujet suivant. Témoignage France TV. Meurtre d'Agnès Lassalle, l'objectif du procès, ce n'est pas le pardon, c'est la justice, selon l'ex-compagnon de l'enseignante, Stéphane Voirin, France Info. Publié le 19/04/2026 20h23 mis à jour le 19/04/2026 20h28 ans de lecture, 2 minutes. L'élève suspecté d'avoir tué la professeure d'espagnol de 53 ans, en 2023, sera jugé devant la cour d'assises des mineurs à Pau, de mardi à jeudi. Pour se donner de la force et affronter le procès, il a décidé de l'avoir au plus près de lui. Sur le t-shirt de Stéphane Voirin, le visage de sa compagne, Agnès Lassalle, professeur d'espagnol de 53 ans assassiné en plein cours par un élève, le 22 février 2023 à Saint-Jean-de-Luz-Pyrénées-Atlantiques. L'élève, 16 ans à l'époque des faits, sera jugé devant la cour d'assises des mineurs à Pau, du 21 au 23 avril. J'espère seulement voir le prévenu afin que, pour une fois, il fasse face à ses responsabilités, assure aux 20h de France 2, Stéphane Voirin, dimanche 19 avril. La reconnaissance d'un geste, au moins, la reconnaissance de ce geste horrible. Pendant 3 ans, Stéphane Voirin a espéré une lettre du suspect, ou de ses parents. Elle n'est jamais venue. Alors aujourd'hui, il ne peut envisager de pardonner. Le pardon est au bout d'une longue route tortueuse, difficile, sur laquelle, pour l'instant, ils ne se sont même pas engagés, assure-t-il. Le pardon, ce n'est pas l'objectif du procès. Le procès, c'est faire vraiment justice. Stéphane Voirin, ex-compagnon d'Agnès Lassalle à France Télévisions. La question de l'abolition, ou non, du discernement de l'adolescent durant les faits sera au cœur des débats, alors que plusieurs expertises psychiatriques, aux résultats contradictoires, ont été menées. Pendant l'audience, Stéphane Voirin veut aussi aborder la question de la violence qui pénètre dans les écoles. Ce n'est pas normal d'avoir à risquer sa vie dans les établissements. Vous êtes professeur, vous êtes là pour enseigner. Aux obsèques de sa compagne, Stéphane Voirin avait ému la France entière, esquissant quelques pas de danse en guise d'adieu. C'est le meilleur message d'amour que je pouvais donner à Agnès. On avait décidé de se marier 6 jours avant, explique-t-il. Après son geste, il a reçu des milliers de lettres d'anonymes bouleversés par cette danse. Ça a été une source de réconfort, de soutien incroyable. Incroyable. Même encore à l'heure actuelle, lorsque je doute, je prends quelques-uns au hasard de ces milliers de témoignages, même des fois du bout du monde, et ça me fait encore croire à la vie, en l'être humain, confie ce dernier. Après le procès, Stéphane Voirin se l'est juré, il veut profiter de la vie, pour eux deux. Sujet suivant. Israël ne fait que renforcer l'influence du Hezbollah, pourquoi le gouvernement libanais ne parvient pas à affaiblir le mouvement pro-iranien, France Info. Publié le 19/04/2026 16h49 mis à jour le 19/04/2026 16h52 temps de lecture. 6 minutes. Des Libanais arborent un drapeau du Hezbollah, le 17 avril 2026, à Nabatieh, Liban. AFP. Depuis l'entrée en fonction du président Joseph Aoun et du premier ministre Nawaf Salam l'an dernier, le pouvoir libanais a pris plusieurs décisions à l'encontre du Hezbollah, notamment un engagement à désarmer la milice chiite. En vain. Des négociations difficiles en vue. Un cessez-le-feu de 10 jours est entré en vigueur dans la nuit du jeudi 16 au vendredi 17 avril entre Israël et le Liban, après 1 mois et demi de guerre. Annoncée par le président américain Donald Trump, cette trêve doit permettre l'ouverture de discussions entre l'État hébreu et le pays du Cèdre. Mais celle-ci s'annonce compliquée, alors que ni la classe politique israélienne, ni le Hezbollah n'y sont favorables. Le mouvement chiite, financé et soutenu par l'Iran, a ainsi annoncé samedi 18 avril ne pas être concerné par les discussions en préparation avec Israël, accusant les autorités libanaises de conduire le pays à la capitulation. Le chef du Hezbollah, Naïm Qassem, a estimé que la façon dont l'Amérique imposait son texte et parlait au nom du gouvernement libanais était une insulte au Liban. Assez de soumettre le Liban à ses humiliations en négociant directement avec l'ennemi israélien et d'écouter ses dictats et avec ce spectacle honteux à Washington, a-t-il déclaré. La veille,
le président libanais Joseph Aoun avait nié que des discussions directes avec son voisin israélien, qui inclut le désarmement du Hezbollah, constituaient un signe de faiblesse. C'est pour parler, alors que le Liban est en état de guerre avec Israël depuis 1948, ne sont pas une concession, a insisté le chef de l'État, promettant de ne pas céder un iota du territoire national. Les négociations avec Israël restent un sujet clivant au Liban, qui ne reconnaît pas officiellement l'État hébreu. Certains y voient une opportunité de mettre fin à des décennies de conflits récurrents, tandis que d'autres, comme le Hezbollah et ses partisans, s'y opposent fermement. Historiquement, le Hezbollah dispose d'une assise populaire sur la question de la défense du territoire libanais, car il s'est construit comme un mouvement de guérilla en réaction à l'occupation du sud du Liban par Israël à partir de 1978, rappelle Herminia Chiara Calabrese, chercheuse à l'Institut français du Proche-Orient à Beyrouth. Le mouvement chiite a aussi gagné en popularité en construisant tout un réseau d'institutions parallèles qui assuraient aux Libanais du sud des hôpitaux, des dispensaires, des écoles, la prise en charge de la famille de ceux qui tombaient au combat, abonde Karim Emile Bitar, professeur de relations internationales à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth et à Sciences Po Paris. Lorsqu'Israël quitte finalement le Liban en 2000, la société civile libanaise se polarise, rappelle-t-il néanmoins. Une partie du pays continue de soutenir le Hezbollah, tandis que pour l'autre, il est devenu une milice qui ne veut pas revenir dans le giron de l'État. Bien que devenu très impopulaire chez une partie des Libanais ces dernières années, tout en restant l'une des principales forces politiques du pays, le mouvement chiite a regagné en popularité depuis l'extension du conflit entre l'Iran et les États-Unis au Liban. Les frappes indiscriminées d'Israël ont donné du grain à moudre au narratif du Hezbollah, souligne Karim Emile Bitar, rappelant que les frappes israéliennes ont fait 350 morts et 2000 blessés en 10 minutes lors d'un jour désormais connu comme le mercredi noir au début du mois d'avril. Et le chercheur d'ajouter, un certain nombre de Libanais estiment qu'on ne peut pas négocier sous le fer et le feu, et qu'Israël doit au moins s'engager à respecter l'intégrité territoriale du Liban, se retirer des zones encore occupées, avant de pouvoir sérieusement envisager de négocier. La population du sud du Liban se dit « On va négocier avec notre agresseur », confirme Herminia Chiara Calabrese. D'autant que l'armée israélienne reste présente sur le sol libanais en dépit de la trêve et a établi une ligne jaune de démarcation dans le sud du pays, comme dans la bande de Gaza. Le ministre de la Défense israélien, Israel Katz, a d'ailleurs promis que Israël comptait occuper une partie de la région, même après la fin de la guerre. Les bombardements et les ambitions territoriales d'Israël sur le Liban ne font que renforcer l'influence du Hezbollah, vu comme le seul acteur capable de protéger le territoire libanais. Herminia Chiara Calabrese, spécialiste du Hezbollah à France Info. Au-delà de son influence politique, le Hezbollah pose aussi un problème militaire à l'État libanais. Depuis l'entrée en fonction du président Joseph Aoun et du premier ministre Nawaf Salam l'an dernier, Beyrouth a pris plusieurs décisions inédites à l'encontre du Hezbollah, notamment un engagement à désarmer le mouvement chiite, qui restait le seul groupe à avoir conservé ses armes après la guerre civile de 1975 à 1990 au nom de la résistance contre Israël. La décision a été dénoncée par le Hezbollah. Si l'armée libanaise a commencé cette tâche, elle est loin de l'avoir terminée. Elle est soumise à des injonctions contradictoires, pointe Karim Emile Bitar. D'un côté, on lui demande de désarmer en quelques mois le Hezbollah, alors que depuis des années celui-ci est plus puissant qu'elle. De l'autre, on ne livre pas à cette armée les capacités militaires, financières logistiques pour mener à bien cette mission. Karim Emile Bitar, spécialiste du Moyen-Orient à France Info pour éteindre l'influence du mouvement chiite, le gouvernement libanais pourrait renforcer sa présence dans certaines zones et contrôler plus étroitement le Hezbollah, pointe Karim Emile Bitar. Mais c'est un équilibre difficile à trouver. La société libanaise est très polarisée, le Hezbollah compte encore une base captive et profite de l'état de guerre pour renforcer son esprit de corps. Le chercheur estime qu'un affaiblissement du Hezbollah ne pourrait se faire que dans le cadre d'un accord global avec l'Iran, dans lequel l'Iran accepterait de brider ses proxys régionaux. Un scénario auquel Israël, qui souhaite mener des négociations parallèles avec l'Iran et le Liban, est pour l'instant opposé. Sujet suivant. Aux États-Unis, 8 enfants âgés de 1 à 14 ans tués par balle en Louisiane, le suspect abattu par la police, France Info. Aux États-Unis, 8 enfants âgés de 1 à 14 ans tués par balle en Louisiane, le suspect abattu par la police. Certaines victimes étaient les enfants du suspect, a précisé la police locale lors d'une conférence de presse.
Publié le 19/04/2026 19h53 Temps de lecture, 2 minutes Une voiture de la police de l'État de Louisiane, aux États-Unis Photo d'illustration. Le 19 avril 2026, la police de Shreveport, en Louisiane, a annoncé qu'un suspect avait abattu 8 enfants. Madison Thorne Anadolu AFP 8 enfants ont été tués par balle à Shreveport, en Louisiane aux États-Unis. Le suspect a ensuite été abattu par la police, ont annoncé dimanche 19 avril les autorités de la ville de cet État américain du Sud. Appelés dimanche pour réagir à des violences, les policiers ont découvert des victimes dans 2 habitations, a souligné le caporal Chris Bordlon lors d'une conférence de presse, ajoutant qu'un 3e lieu est concerné par l'enquête. Au moins 10 personnes ont été touchées par balle dans la nuit de samedi à dimanche au cours de ces violences, dont 8 sont décédés, âgés d'1 ans à 14 ans, a-t-il précisé. Certains étaient les enfants du suspect, a ajouté Chris Bordlon. Cet homme, dont l'identité n'a pas été révélée, a été pris en chasse par la police après s'être emparé de force d'une voiture. Il a été tué par les policiers lors de la poursuite. La police locale estime qu'il est le seul suspect dans ce dossier. Aucun agent n'a été blessé, a précisé de son côté la police de l'État de Louisiane, qui participe à l'enquête. Le gouverneur Jeff Landry a dit avoir le cœur brisé et a déclaré prier pour tous ceux touchés. Selon la télévision locale KTBS, 2 personnes blessées par des tirs à la tête sont des femmes adultes. Un jeune homme a été blessé après avoir sauté d'un toit, a ajouté cette chaîne. D'après les données de l'ONG Gun Violence Archive, il s'agit du pire bilan d'une tuerie par arme à feu aux États-Unis depuis la mort de 8 personnes dans une banlieue de Chicago, en janvier 2024.